J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Romaric Vincent, ancien chercheur en biophysique et consultant en agroforesterie. Avant d'aller plus loin sur le sujet de l'agroforesterie, donc le sujet de ce soir, un petit mot sur le Centre national d'agroécologie que vous connaissez peut-être pas tous. Alors, je vais partager mon écran. Hop là, hop là, hop là. Partager. Et donc là, vous voyez l'utilitaire YouTube, c'est pas forcément le but. Mais on va attendre que la barre zoom se pousse quelque peu. Hop là, je n'arrive pas à la pousser. Attendez. Voilà. Désolé pour ce contretemps. On recommence. Voilà. Donc, Centre national d'agroécologie, une association. L'idée, c'est de promouvoir une agriculture qui concilie performance économique et environnementale. L'un va pas, pour nous, l'un va pas sans l'autre. Euh, et donc, en fait, notre travail, c'est de vulgariser les bonnes pratiques. Si elles existent déjà, donc les diffuser au plus grand nombre via des articles, des vidéos ou des webinaires comme ce soir avec Romaric. Et si elles n'existent pas, c'est faire des projets de recherche, faire de l'expérimentation pour tenter de créer ces références et répondre aux questions que les gens se posent. Donc, Centre national d'agroécologie, comme vous pouvez le voir, accessible facilement depuis Google. Et si ce qu'on fait, pardon, vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à adhérer sur cet onglet. Voilà. Et si vous voulez participer plus en avant à la vie de l'association, ben, n'hésitez pas à nous faire un petit message. On vous répondra. On a aussi un groupe WhatsApp où on a à peu près 300 maintenant dispatchés en sous-sujets, donc agroforesterie, culture légumière, culture céréalière, travail de sol, couverts végétaux et compagnie, phyto. euh, Pouvoir échanger de manière horizontale et progresser tous ensemble. Mais je vais m'arrêter de parler. Donc ce soir, on a Romaric Vincent pour nous parler d'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est quelque chose d'important, on le sait, mais c'est pas très clair. Voilà, on dit plante des arbres. Pourquoi? Parce que c'est bien. Et moi, si je sais que je gère une entreprise, le fait que ça soit bien, ça ne me suffit pas parce que je sais que c'est bien, mais je peux peut-être remettre en cause toute la rentabilité économique de ma ferme. Donc ça ne me va pas trop. Euh, mais en fait, ce qu'on sait, c'est que l'intérêt de l'agroforesterie, ça a été documenté. Euh, il commence à y avoir des valeurs plus ou moins précises, bien sûr, à remettre dans le contexte. Et c'est ce que Romaric va nous développer ce soir. Et Romaric, je laisse la parole. Je vais partager l'écran. Vas-y. Ouais, là c'est bon. Donc, tu n'es pas encore en plein écran. Encore en plein écran. Enfin, on voit en plein écran, mais on voit ton utilitaire de présentation, quoi. Ouais. Alors, attends. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Romain Vincent, donc je suis consultant en agroforesterie. En effet, j'ai été chercheur en biophysique, mais mes études originales, c'était en aéronautique. Ce qui est encore plus original. Mais je réutilise dans ma nouvelle vie de consultant en agroforesterie, notamment lors d'un projet avec l'INRAE, où je suis co-coordinateur de ce projet-là sur l'étude de l'influence des arbres sur les flux d'air, sur le vent et sur le microclimat qu'il y a derrière une haie. Donc des fois, le passé nous revient toujours un petit peu. Donc, je vais vous parler d'agroforesterie, mais pas que pour les bienfaits de l'agroforesterie. Les arbres présentent des inconvénients agronomiques également. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un titre un peu plus questionnant. Dois-je planter plus d'arbres dans mes champs? Alors, je vais déjà commencer par ne pas vous présenter l'agroforesterie parce que je n'ai toujours pas trouvé une définition qui convenait à tous les systèmes agroforestiers. Donc, je vais juste vous présenter des images et ça sera à vous de définir où est votre limite de la définition de l'agroforesterie. Donc là, je présente une première image d'une culture de ligneux. On dit toujours que l'agroforesterie, c'est des ligneux et des cultures. Bon, là, c'est des cultures de vignes. Il n'y a peut-être pas trop de culture au pied. Je vous présente une deuxième image qui est assez proche en termes de système géométrique. On a des vergers de vestiges de pommiers, je dirais, avec de l'herbe au pied. Voilà, est-ce que c'est de l'agroforesterie ou non? Je ne sais pas.
Et puis, ben, on peut ajouter dans un système très similaire du pâturage au pied. Là, j'imagine que plus d'entre vous vont être d'accord sur le fait que c'est de l'agroforesterie. Mais voilà, où est la limite de l'agroforesterie? Bah, c'est quelque part entre ces systèmes, je dirais. Donc ça, c'est une définition à l'échelle de la parcelle. Quand on passe à l'échelle du paysage, ça devient un peu plus évident. Donc là, je vous présente une image que j'ai trouvée dans un vieux livre. J'arrive pas à voir le titre sur mon écran, mais c'est un livre de 1934, si mon souvenir est bon, qui s'appelait Les gens de la Terre. Donc là, on y trouve cette très belle double page avec une photo d'un paysage dans le Lot-et-Garonne. On y voit des petites parcelles avec des rangées de pruniers d'Antes entre les parcelles. C'est la région du pruneau d'Agen. Donc j'ai retrouvé ces images sur le site de Remonter le temps, dont la plupart d'entre vous doivent connaître l'existence. Donc ça, c'est des images des années 50. Donc on retrouve ce format de petites parcelles assez étroites entourées d'arbres, de fruitiers. Et si on compare avec la photo aérienne d'aujourd'hui, bah, ça a un peu changé. On voit, c'est exactement la même échelle, hein. On retrouve la forme de la parcelle ici, qui est devenue un verger en plein maintenant. Donc là, je pense qu'on doute un petit peu moins de ce qu'est l'agroforesterie à cette échelle-là. Ce genre de changement de paysage, on le retrouve dans pas mal d'endroits. On le retrouve aussi dans le Dauphiné, là où la culture de la noix est très présente. Donc, dans les années 50, on avait de même des parcelles souvent assez longues et fines, avec des alignements de noyers le long des parcelles. Et puis aujourd'hui, bah, on a regroupé les noyers sur des parcelles bien distinctes et des grandes cultures sur les autres parcelles. Donc, je vous présente un autre paysage agroforestier, qui est un paysage de bocage, mais pas très dense. C'est en tiers-H. On a des parcelles qui font une dizaine d'hectares, 10-20 hectares. Puis on voit qu'on a des alignements d'arbres, des arbres, des haies plus ou moins hautes entre les parcelles. Donc, bah, ça, je vais vous démontrer qu'il y a déjà des effets bénéfiques au niveau climatique dans ce genre de paysage, sans contraindre trop le parcellaire. Donc, ça va être un peu l'objectif d'une partie de cette présentation. Mais déjà, je vais vous proposer de prendre un petit peu de recul. En fait, quand on définit un projet agroforestier, on définit quelque chose qui va durer pendant des dizaines d'années. Donc, vous allez devoir le gérer pendant des dizaines d'années. C'est une infrastructure et on a besoin d'une petite réflexion stratégique pour la mettre en place. Donc, je vais vous donner une lecture que l'on peut avoir sur un paysage et sur le paysage de votre exploitation agricole. C'est la lecture au travers des services écosystémiques. Donc, il y a un service écosystémique pour lequel vous êtes payé principalement maintenant, c'est la production alimentaire. D'autres services écosystémiques d'un paysage sont la production d'énergie et de matériaux, sur lequel vous commencez aussi à à être rémunéré. Il y a la ressource en eau, en qualité et en quantité. Il y a le service écosystémique de biodiversité, que ce soit la biodiversité générale ou celle des auxiliaires de culture, bénéfique à l'agriculteur. Il y a le service écosystémique de conservation des sols. En général, quand on perd nos sols, on perd à peu près tous les autres services écosystémiques, donc c'est important de le conserver. Et puis, il y a un sixième service écosystémique qui est un peu plus moderne, c'est celui de l'adaptation au changement climatique. Et bah, cette notion de service écosystémique, c'est un point de vue sociétal. Et au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire, on a des évolutions de perception sociétale sur ces services écosystémiques. Donc, je me suis amusé à mettre des pondérations sur les différents services écosystémiques. C'est personnel, enfin, c'est juste une interprétation de l'histoire que j'ai. Donc, ça n'a aucune valeur de vérité. Mais on peut imaginer que dans au début des années 1900, on avait quand même une forte importance de la production alimentaire. La production d'énergie et de matériaux était notamment très présente pour la paille, pour la polyculture élevage. Il y avait déjà des endroits avec des problèmes d'eau, donc peut-être on pouvait avoir une petite
un petit ressentiment à propos de la qualité de l'eau, de la conservation des sols. Par contre, bon, la biodiversité, le changement climatique, on n'en parlait peut-être pas énormément à l'époque. En 2024, bah, cette notion a un peu changé. On a un peu plus rééquilibré les différents services environnementaux, avec toujours une priorité sur la production alimentaire et la production d'énergie et de matériaux. Bah, c'est normal, hein, l'agriculture, c'est fait pour produire de l'alimentation, donc ça me semble normal de le mettre quand même en grosse priorité. Bah là, je vais essayer de vous faire réfléchir sur quels seront ces services écosystémiques en 2030, 2050. Quand on plante un arbre, bien sûr, il va produire des services écosystémiques à longue durée, pas tout de suite. Donc ça, c'est important à la fois pour la définition de votre projet agroforesterie, mais c'est aussi important de bien se positionner dans son paysage et dans la société. Donc c'est aussi essayer d'anticiper des changements de société qui pourraient arriver dans les prochaines années. Donc je donne un exemple sur un scénario de transition énergétique en 2030, où on veut, on va dire, produire autant d'énergie que de production alimentaire dans une production agricole. Bah, ça pourrait amener à ce type de paysage agroforestier, par exemple. Bon, je suis volontairement provoque, mais c'est quand même un paysage qui va reproduire quelques effets de l'agroforesterie, tout en étant très productif sur le côté énergie, sans trop altérer la production alimentaire. Donc voilà, bah c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver si on met ce genre de système de pondération des services écosystémiques. Donc, dans la suite, je vais juste vous présenter des cas d'études, pas des solutions. Ces cas d'études, ils sont valables dans leur contexte et ça sera à vous d'interpréter dans votre contexte. Est-ce que vous pouvez en prendre quelque chose? Donc, vous proposer un premier cas d'étude où on va maximiser la production alimentaire et la biodiversité. Donc, on va mettre une pondération assez forte sur la production alimentaire et sur la biodiversité. Donc, je vais vous présenter une étude qui a été faite en Angleterre. C'est une étude qui a été publiée en 2015. Le titre, c'est «L'agriculture respectueuse de la faune améliore la productivité. Preuve en faveur de l'intensification écologique». Donc, j'ai été rechercher les vues aériennes sur Google Maps. C'est une étude qui a été faite sur une ferme conventionnelle d'à peu près 1000 hectares. Donc, c'est un paysage qui est assez similaire à la photo de la Thiérache que je vous montrais en introduction. Donc, on a des parcelles entre 10 et 20 hectares qui sont plus ou moins entourées d'arbres et de haies. Donc, sur cette ferme, ils ont étudié plusieurs parcelles où il y avait des arbres et des haies présentes, et ils ont étudié une gestion différentielle de la bande enherbée qu'il y avait au pied des arbres. Donc, ils ont comparé bah, ce qui se produisait à l'intérieur de la parcelle par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur de la bande enherbée et comment on gérait cette bande enherbée. Donc, une première conclusion de cette étude, c'est qu'il n'est pas rentable de cultiver près des haies. En effet, oui, il y a une compétition racinaire et une compétition pour la lumière à cause des arbres, donc qui vont impacter le développement des cultures juste sous les haies. Donc ça, je pense que c'est une surprise pour personne. Donc à partir de là, les chercheurs ont développé trois stratégies de gestion de la haie et de la bande enherbée. Donc, il y a la stratégie business as usual, on cultive au plus près des haies. Il y a la stratégie, donc l'acronyme en anglais c'est ELS, c'est à peu près l'équivalent de la BCAE 8 pour les aides PAC. Donc, on dédie 3% de la surface agricole utile aux infrastructures agroécologiques. Donc, dans leur cas, c'était une haie avec une bande enherbée de 3 ou 4 mètres de large en graminées. Et puis, ils ont proposé une stratégie plus intensifiée au niveau agroécologique. Ça serait l'équivalent des normes HVE3 de niveau 3. Donc là, on dédie 8% de la surface agricole utile aux infrastructures agroécologiques. Et dans leur cas, ils ont fait ceci en mettant une prairie de 9 mètres de large au pied des haies et une prairie mellifère pour intensifier le côté insecte. Donc, le résultat numéro 2, bah, ils ont trouvé une augmentation de rendement
à l'intérieur de la parcelle en fonction de l'intensification agroécologique. Donc, on voit qu'on a une augmentation de rendement de presque 15% entre la pratique de cultiver au plus près des haies avec la pratique où on dédie 9 mètres de large à une infrastructure agroécologique qui est une bande enherbée. C'est des rendements moyennés qui sont sur une rotation blé, blé-colza, pardon, blé-pois, donc une rotation qui est quand même assez simplifiée dans leur cas. Et bien sûr, là, on a dédié 8% de la surface cultivée pour cette modalité-là. Donc, on doit calculer le rendement total en fonction de la surface utilisée par l'agriculture. Donc, on doit rétracter ces 8% d'utilisés. Donc, au final, on obtient quand même une augmentation de rendement globale, malgré le fait de dédier 8% de la surface agricole utile à des infrastructures agroécologiques. Un autre phénomène intéressant, qui est un troisième résultat, c'est que ces augmentations de rendement augmentent avec les années. J'ai oublié de mettre l'échelle d'en bas, mais c'est le nombre d'années. Donc c'est une étude qui a été faite sur 5 ans. Et on voit que dans le cadre de la stratégie business as usual, on a des rendements assez constants, alors qu'avec les deux niveaux d'intensification écologique, on a des augmentations de rendement qui sont sensibles. Ça corrèle relativement bien avec une augmentation de la densité de pollinisateurs et de prédateurs de pestes. J'ai oublié le nom en français. Donc, on a plus d'auxiliaires de culture. Donc, ça pourrait expliquer une partie des augmentations de rendement. Donc, voilà, donc ça, c'était une première étude dans un système, on va dire, conventionnel classique. Donc, dans un deuxième cas d'étude, je vais vous parler du soleil et de la chaleur. Donc ça, c'est des notions un peu plus simples. Généralement, c'est assez géométrique. Donc en gros, au bord d'une haie, on aura une zone d'ombrage qui sera à peu près équivalent à une fois la hauteur de la haie. Voilà. Du côté soleil, on aura une zone lumineuse et un peu plus sèche, hein, une zone un peu plus sèche. Donc ça, c'est un schéma que j'ai tiré d'un livre qui est très bien fait sur la climatologie de l'environnement. Voilà, pour ceux qui voudraient creuser un petit peu plus le sujet, il y a beaucoup à apprendre sur tout ce qui est effet albédo, refroidissement, réchauffement, avec différentes structures végétales. Et pas que de l'agroforesterie, il y a aussi beaucoup sur des structures végétales de culture. Donc là, l'agroforesterie, avec cette idée en tête, va permettre un meilleur usage du soleil, hein, notamment si on oriente, comme dans le cas de la photo, les alignements d'arbres dans le sens nord-sud. On va pouvoir augmenter de 50% l'énergie solaire captée et donc la productivité globale, hein, de la parcelle. Par contre, on va avoir une concurrence pour la lumière, hein. On va forcément avoir de l'ombre qui peuvent impacter plus ou moins fortement les cultures. Donc la présence d'arbres en réduisant le soleil va permettre une meilleure préservation de l'humidité. Donc ça peut permettre de réduire le stress hydrique, notamment en été. Par contre, ça peut favoriser des maladies cryptogamiques. Je pense notamment au vignoble, par exemple. Ça peut poser des problèmes de séchage de foin. Donc, tout n'est pas rose. Par contre, ça va avoir un effet indéniable sur le bien-être animal et celui des hommes. Donc ça, c'est une photo. Enfin, je suis sûr que vous avez déjà vu l'équivalent lors de vos balades ou chez vous. Lors des canicules, hein, la chaleur a un fort impact sur le bien-être animal et sur leur productivité. Ceci est très marqué sur la production laitière, notamment. Ça a aussi un effet positif sur les hommes. C'est quelque chose qui avait été utilisé par Napoléon, qui avait planté des platanes le long des chemins et des routes, hein, parce qu'il s'était aperçu que ses troupes arrivaient exténuées sur les champs de bataille quand il faisait chaud.
Donc, il a choisi un arbre qui s'appelle le platane, qui fait beaucoup d'ombre et qui pousse assez vite. Napoléon était un pionnier de l'agroforesterie à sa manière. Et donc voilà, je vais juste vous présenter un retour, un cas d'étude à côté de chez moi. C'était il y a 2 ans. C'est une photo que je me baladais par un jour où il faisait 37 degrés à l'ombre. Donc j'ai un thermomètre avec moi, j'ai pu le placer à l'ombre d'un arbre, donc on mesurait bien les 37 degrés à l'ombre. C'était en fin d'après-midi, à 17 heures. C'était le mur, il est exposé à l'ouest. Donc sur le mur, on mesure 43 degrés. Euh, et sous la végétation qu'il y a sur le mur, que c'est une vigne vierge, on mesure un refroidissement effectif, donc 32 degrés. Donc là, on a vraiment un effet climatisant. Ça serait comme si on était sous une forêt, ce qu'on ne va pas avoir en agroforesterie. Donc voilà, on va réduire la température, mais on sera vraiment plus... on retrouvera la température à l'ombre, sous des arbres agroforestiers. Donc, je vais passer à un autre cas d'étude, qui est celui des sols et de l'eau. J'arrive jamais à dissocier l'un de l'autre, sol et eau. Donc, dans ce cas d'étude, on va mettre une assez forte pondération sur la production alimentaire et sur la ressource en eau. Donc, déjà, sans sol et sans infiltration, il n'y a pas d'eau pour les plantes. C'est pour ça que je n'arrive pas à dissocier les deux. Donc, pour ça, pour ceci, bon, là, ça sera un autre sujet, mais là, forcément, la structure du sol est primordiale. Le taux de couverture de surface est aussi très important. Et on peut appliquer des techniques pour restaurer l'infiltration de l'eau. Donc, il y a notamment la méthode Keyline, dont certains d'entre vous ont certainement déjà entendu parler. La méthode Keyline, l'idée, c'est avec une sous-soleuse faire des mini tranchées le long des courbes de niveau pour permettre une infiltration de l'eau et repermettre la pousse de végétation pour restaurer les propriétés du sol. Donc après ça, là-dessus, je me suis toujours questionné sur les impacts des arbres sur un sol agricole. Est-ce que ça a un impact fort sur la construction du sol, notamment? Donc, pour comprendre ça, je suis revenu à la distinction entre sol de forêt, sol de prairie. Donc, dans une forêt, la principale source de matière organique pour le sol, ça vient par en haut, c'est la chute des feuilles, hein. Il y a à peu près 2 à 5 tonnes de matière organique qui reviennent sous cette forme dans une forêt. Donc ça, on le retrouve dans le système racinaire et les sols qui sont formés sous forêt. Donc en fait, on retrouve souvent des sols bruns qui ont entre 30 et 40 cm de profondeur. Et on voit un dégradé de matière organique avec la profondeur. Donc, on a plus de matière organique en haut. C'est par là où arrive la matière organique, tout simplement. Puis elle se dégrade au fur et à mesure de sa descente dans le profil. Et ben, les arbres ont formé des systèmes racinaires qui profitent, hein, de cette zone plus fertile. Donc, les racines en bleu clair sur cette image sont celles qui captent les éléments minéraux pour les arbres. Pour la partie prairie d'un système agroforestier ou la partie culture, donc il y a bien sûr les retours de matière organique par la biomasse aérienne, mais il y a aussi un effet qui est mal connu encore, hein, c'est celui des exudations racinaires. Donc, les exudations racinaires, vous connaissez, hein, c'est des exudations de sucre par les racines des plantes qui permettent de nourrir la microfaune du sol et de fournir des services à la plante, par exemple de reminéraliser certains composés. Ça, quand on a des sols avec des plantes très profondes, donc là c'est le cas de plantes qu'on retrouve dans les grandes plaines nord-américaines, dans les prairies où on a des systèmes racinaires qui vont jusqu'à 2 mètres de profondeur. Là, désolé, l'échelle elle est en américain, elle est en pied.
Donc, si on a ces systèmes racinaires qui vont jusqu'à 2 mètres de profondeur, et ben, en fait, on s'aperçoit qu'on arrive à retrouver des sols qui ont la profondeur des racines. Donc, on va avoir beaucoup de matière organique sur 1 mètre de profondeur, mais on a encore aussi des parties assez brunes jusqu'à 2 mètres de profondeur. Donc, on a formé ce qu'on appelle des sols noirs de steppe. Donc, c'est les sols qu'on retrouve en Ukraine notamment, ou dans les grandes plaines nord-américaines. On voit quand même qu'on a un effet de retour de biomasse aérienne parce qu'on a quand même un gradient de matière organique qui arrive par en haut. Globalement, on a bien plus de matière organique dans ce type de sol, bien sûr. Euh, et puis dans l'agroforesterie, ben, on combine les deux. Donc je vous donne quelques chiffres en fait des quantités de retour de matière organique retournées au sol. Donc, on se rend compte quand même que la partie des feuilles est assez faible en tonnage par hectare. Il y a un point qu'on connaît assez peu, c'est la partie exudation racinaire. On ne connaît pas vraiment les quantités d'exudation racinaire relarguée. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que cette exudation racinaire, elle est 2 à 13 fois plus efficace pour former de la matière organique liée par rapport à ce qui vient par la biomasse aérienne. Et quelque chose qu'on connaît encore moins, c'est l'exudation racinaire des arbres en profondeur. Donc, il y a un bémol là-dessus. Peut-être qu'il y a un effet plus bénéfique qu'on ne le pense sur les sols. Mais globalement, les sols dans des parcelles agricoles ou dans des prairies seront dominés par le système de culture. Donc ça, on le voit très clairement dans cette photo. Donc, c'est une photo qui est prise en Australie. Donc, il y a une haie qui a été arrachée pour regrouper 2 parcelles. On voit la différence que ça peut faire d'avoir un sol qui a été cultivé pendant plusieurs dizaines d'années par rapport à un sol qui a été relativement préservé parce qu'il y a des arbres. Un deuxième cas d'étude qui vient de la plaine de Saône. Donc là, on est sur des argiles lourdes en hiver avec du seigle. Là, on voit que le seigle est plus développé sur une haie qui a été arrachée il y a 25 ans par rapport à la partie hors haie. Ça vient du fait que le sol est plus drainant, en fait, sur cette partie-là, est mieux structuré. Donc, dans ces 2 cas d'étude, je ne vous ai pas démontré la force des arbres à créer du sol. Par contre, ça indique de où regarder si vous voulez voir le potentiel de vos sols. Au pied des haies, hein, souvent, vous pouvez trouver des sols qui ont été moins dégradés par les pratiques agronomiques. Et ça peut être intéressant d'y aller jeter un œil pour pouvoir comparer puis voir où vous vous situez dans votre agronomie aussi. Donc, DS, c'est aussi des bons capteurs d'eau. Ça c'est un effet hydratant pour les sols. Ça c'est très gros avantage. Notamment quand il y a du vent ou quand il y a du brouillard aussi, hein, ça va être des endroits où l'eau va être captée, va s'infiltrer plus facilement. Donc là, c'est un cas d'étude dans une ferme en Australie où le père de l'agriculteur actuel a décidé de replanter le long des lignes de niveau des haies, surtout à très grande échelle. Donc voilà, il s'était rendu compte en fait que les eucalyptus qu'on trouvait traditionnellement dans les champs mouraient par manque d'eau. Et il s'est posé la question de comment refavoriser l'infiltration de l'eau dans ces parcelles. Il y a aussi un phénomène que là, je contrôle beaucoup moins, c'est la prise d'eau en profondeur par les arbres pour la retranspirer dans l'air. Donc voilà, si ça s'est fait à grande échelle, j'imagine que ça peut avoir un effet sur le climat, sur la pluviométrie. Après ça, je contrôle moins. Juste un chiffre, hein, c'est qu'un être adulte va pouvoir transpirer 700 litres d'eau par jour, ce qui fait des quantités non négligeables, hein, si on a une cinquantaine d'arbres
bien développé sur une parcelle, on peut transpirer jusqu'à 3 mm d'eau, 3,5 mm d'eau. Donc, est-ce que ça va revenir sur la culture ou non? Voilà, ça va être un sujet un peu plus complexe. Donc, je vais présenter un quatrième cas d'étude sur les bénéfices potentiels de l'agroforesterie. Donc, on va dire que ça, c'est mon sujet de cœur, hein. C'est ma formation originelle d'ingénieur en aéronautique, mais aussi un projet que je suis en train de conduire avec l'INRA. Donc, c'est le vent. Donc, un arbre, ça a une influence sur le vent. On parle toujours de brise-vent quand on parle de haie. Donc, je vais présenter un cas d'étude où on va équilibrer un petit peu les différents services écosystémiques avec toujours une priorité sur la production alimentaire. Donc, là, je vous présente pour commencer une étude en 2019 qui a été faite sur un seul arbre. C'était en bord de mer pour être sûr d'avoir un flux d'air assez régulier. Euh, on est chercheur, on est bien simplifié la vie un petit peu. Ça a été combiné, donc il y a eu des mesures expérimentales qui ont été combinées avec des modélisations, qui sont les résultats des trois schémas de droite. Donc on voit qu'un seul arbre, il a un effet sur une distance environ égale à 10 fois sa hauteur. Donc c'est conséquent. Euh, et ça, vous pouvez vraiment le ressentir, hein. Même un seul arbre dans le paysage, quand vous mettez juste dans le vent, vous allez vous rendre compte qu'il y a moins de vent à cet endroit-là. Et si vous décalez 10 mètres à côté, bah, ça ne sera plus le cas. C'est quand même assez remarquable. Et puis quand on se met à 100 mètres aussi, on peut le noter. Donc là, je vais vous représenter des schémas que vous avez sans doute déjà vus. Si on met un alignement d'arbres ou une haie, donc si c'est un alignement très compact, on va être dans le cadre d'un mur. Donc un mur va en fait avoir un impact très fort sur le vent et ça va l'obliger à décoller du sol assez fortement. Et il va se replaquer au sol à une distance à peu près 5 fois égale à la hauteur du mur. Par contre, si on a une haie ou un brise-vent qui est poreux, un brise-vent perméable, bah, le fait qu'on force moins le flux d'air à se décaler vers le haut, en fait, on va avoir un effet de réduction du vent sur une plus longue distance jusqu'à 15 fois la hauteur de la haie. Donc, une haie qui fait 20 mètres, elle a un impact sur le vent sur 300 mètres de distance, ce qui n'est pas du tout négligeable. C'est dur de même, difficile de le comprendre. Donc ça, pareil, je vous engage à l'expérimenter vous-même. Marcher à une distance plus ou moins grande d'une haie, à ressentir est-ce que vous avez plus ou moins de vent par rapport à ce qu'il y a hors haie. Donc ça peut être utilisé pour la protection de bâtiments agricoles. Donc là, c'est un cas d'étude qui avait été, j'ai oublié de mettre la référence, c'est aux États-Unis. C'est des études qui ont été faites sur les bâtiments d'élevage qui ont besoin d'être chauffés, hein, notamment pour l'élevage porcin, où la présence d'un brise-vent dans des climats froids avec du vent du nord bah, permettait de faire des grosses économies de chauffage. Donc ces effets sur le vent des structures arborées, on les retrouve aussi sur les lisières. Donc vous êtes sans doute très nombreux à avoir des bords de forêt voilà, en bord de vos champs. Une lisière, en fait, ça a le même effet qu'un mur. Donc on va avoir le vent qui va se plaquer à 5 fois, à une distance égale à 5 fois la hauteur de la forêt. Donc ça a été utilisé et c'est utilisé en forêt pour faire des pare-feux. Donc parce qu'on sait qu'après 5 fois la hauteur des arbres, les étincelles vont être plaquées au sol et ne vont pas se propager dans le reste de la forêt. Donc ça, c'est une ouverture qui a été faite il y a 2 ans lors des grands feux des Landes. Ça a été fait en prévision d'arrêter ces grands feux. Heureusement, ils sont arrêtés avant cette ouverture-là. Ils ne sont pas autant propagés. Mais c'est un dispositif qui est efficace. Par contre, ça oblige à faire des ouvertures de 200 mètres de large, hein. C'est des ouvertures pas négligeables.
Donc là, je vous ai parlé surtout des structures d'arbres isolées. Donc il y a un effet encore plus intéressant sur le climat, c'est les réseaux de haies. Donc là, c'est des études théoriques hein, qui ont été faites dans les années 70 sur des réseaux de haies où on a une haie tous les temps de mètres, par exemple. Donc là, on a une dizaine de haies d'affilée. Donc l'échelle globale, c'est 1 ou 2 kilomètres, sans doute. Donc dans ce cas-là, on a une rugosité du paysage qui s'opère, hein, et ce qui fait qu'il y a une couche limite qui se forme euh, en dessous de laquelle on a un vent qui est réduit. Donc on a comme une cloche, comme une serre un peu protégée du vent. Et il y a une deuxième couche qui se forme plus proche des arbres, ou en dessous de laquelle on n'a plus de turbulence. Donc ça, c'est très intéressant dans le sens où les turbulences, c'est souvent ce qui cause des dégâts lors des tempêtes. Et on voit que bah, à la fois les cultures et les arbres eux-mêmes sont protégés de ces turbulences. L'aérodynamique, il y a souvent des effets assez contre-intuitifs, hein. C'est dur de comprendre qu'un arbre il peut se protéger lui-même du vent qu'il réduit. Cet effet de réduction du vent et des turbulences, il est maximum à une distance entre les rangées d'arbres de 5 fois leur hauteur. Donc, si on a des rangées d'arbres qui font 15 mètres de haut, c'est 75 mètres, l'effet maximum de réduction du vent, mais on a déjà un effet qui est très présent dès 20 fois la hauteur des arbres. Donc ça vient de la même étude. Donc là, où c'est l'étude de la réduction du vent avec un espacement entre rangées d'arbres de 20 fois la hauteur. Et on voit qu'en moyenne, on a diminué le vent d'un facteur 2. Donc 20 fois la hauteur, bah, c'est des haies de 15 mètres de haut. On a besoin d'en mettre une tous les 300 mètres pour avoir un effet de réduction de vent de moitié. Donc ça, c'est un effet bocage qui est quand même très intéressant et qui a une échelle plus large que ce qu'on pourrait penser. Donc pratiquement, pour avoir cet effet de réduction du vent, entre 1 et 5 de couverture arborée est suffisante. Ça permet de faire quand même des parcelles de culture conséquentes, hein. Donc cet effet de réduction du vent, il va avoir plusieurs effets agronomiques. Donc notamment, on va avoir plus 1 ou 2 degrés pendant le jour, parce que s'il y a moins de vent, on réchauffe plus le climat au sol. Ça peut permettre de faire plus de photosynthèse si de l'eau est disponible, bien sûr. Pendant la nuit, on a l'effet inverse. On a un refroidissement des zones à l'abri du vent. Donc ça peut permettre de réduire un petit peu la transpiration occulte. Ça peut favoriser les gelées, ce qui n'est pas forcément un effet désirable. Les deux effets combinés vont faire qu'on va avoir plus de rosée, donc on va préserver un peu plus d'humidité. Il y a un point important là-dessus, c'est le taux d'humidité présent dans l'air. Si on a un air humide, on ne va pas changer grand-chose sur la phototranspiration, par exemple. Donc là, c'est des études aussi théoriques d'évapotranspiration potentielle. Et en fait, on voit que si on a un air humide et chaud, le vent, la vitesse du vent ne change pas l'évapotranspiration. Alors que par contre, si on a un vent sec et chaud, le vent va augmenter énormément l'évapotranspiration, donc va avoir un effet séchant, ce qui peut poser beaucoup de problèmes euh, si le taux d'humidité dans le sol est limité. Donc tous ces effets météorologiques vont avoir des effets agronomiques possibles. Donc on peut avoir une protection des cultures par moindre vent, par réduction du vent et des turbulences. Ça peut favoriser un meilleur développement des végétaux, notamment au printemps, parce qu'on a de plus haute température pendant la journée. On peut avoir une meilleure conservation de l'humidité. Il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que c'est bénéfique pour la production, que ça soit végétale ou animale. Il y a beaucoup d'exemples dans 2 livres
désolé, c'est en anglais, mais il y a ces deux gros pavés. Il y a beaucoup d'exemples aux États-Unis pour le premier livre et en Chine pour le deuxième, où il y a beaucoup d'exemples qui montrent que ces effets agronomiques arrivent fréquemment, tout de même. Donc, je vais vous présenter juste un exemple où ce système bocage de réduction des vents est utilisé. C'est dans le cadre de la vallée du Rhône, où on a un vent qui est très bien connu, hein, il vient du nord, hein, euh, c'est le Mistral. Et donc ça, c'est la ferme expérimentale d'Étoile-sur-Rhône, à côté de Valence, dans la Drôme, où ils ont planté des haies de manière assez régulière tous les 100 mètres pour protéger leur culture des vents. Donc, ils ont des cultures, des grandes cultures associées avec des cultures fruitières, hein, notamment, dans ce système. Et ils ont choisi d'avoir une distance entre les rangées d'arbres d'à peu près 5 fois la hauteur des haies finies. Donc là, on a des haies de 15-20 mètres de haut et on voit qu'on a 100 mètres entre les rangées. Donc, ils ont bien maximisé la protection du vent dans leur système. Donc, je précise que le vent du nord dans la vallée du Rhône est très sec, hein, donc ça a clairement un intérêt sur l'usage de l'eau. Mais souvent, en fait, on a un peu tous les effets en même temps, avec un potentiel d'effet plus ou moins développé. Donc, je vais vous présenter un cas d'étude qui est bien étudié. C'est le cas d'étude des Grandes Plaines nord-américaines, où dans les années 30, il y avait eu des grands épisodes d'érosion éolienne. C'était le Dust Bowl. Donc, il y a eu un film et un livre qui sont appelés Les raisins de la colère sur ces événements qui ont plongé une région entière dans l'extrême pauvreté. Ça a obligé à certaines mesures assez fortes. Donc, ils ont replanté, enfin, le gouvernement américain a imposé la replantation de réseaux de haies sur c'est 25 000 kilomètres carrés. Donc, avec ce type de format. Donc, on voit qu'on a préservé quand même des parcelles de 10 ou 20 hectares aussi, avec des espacements qui correspondent à ce que je vous ai présenté sur la réduction du vent. Ils ont aussi changé les modalités agronomiques. C'est dans cette région qu'ont été mis les premières bases de l'agriculture de conservation des sols, grâce aussi à l'apparition des premiers herbicides. Et ce paysage a permis de faire des études de productivité de ces paysages à très grandes échelles. Donc, je vous présente une étude qui a été publiée en 2018, qui a recoupé des rendements instantanés de moissonneuses-batteuses sur 5 000 hectares environ, sur 3 ans d'affilée. Donc, là, ils présentent une parcelle qui fait à peu près 50 hectares, donc 500 mètres de large par 1 kilomètre de long. Donc, on a une grande haie qui est présente au nord. Alors, je suis désolé, hein, ils ont mis le nord au sud dans l'étude. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais on voit qu'on a bien une grosse pénalité de rendement proche de la haie. Après, on va avoir un effet bénéfique sur le rendement sur une certaine distance derrière la haie. Et puis, on retrouve des rendements un peu moins stables à mesure où on se recule depuis la haie. Donc, ils ont mesuré qu'en moyenne, dans cette étude de 2018, ce paysage permettait des gains de rendement de plus 10% sur le blé d'hiver et de plus 16% sur le soja. Ceci, c'est en prenant en compte l'emprise de la haie, hein. Donc, on a bien pris en compte qu'on avait zéro rendement dans la haie. Et ils ont aussi remarqué que les haies les plus efficaces sont celles qui réduisent les vents du nord sec, hein, donc celles qui provoquent le plus d'assèchement. Alors que pourtant, c'est celle qui provoque le plus d'ombre au sol, donc c'est celle qui aurait un impact le plus marqué sur les rendements à proximité de la haie. Donc on voit que l'effet du vent à longue distance peut largement compenser les compétitions entre les arbres et les cultures à courte distance. Donc c'est un résultat intéressant.
Et bah, ça justifie bien ce schéma on vous a sans doute souvent montré, où on a une augmentation de rendement à l'abri du vent d'une haie. Euh, mais voilà, on a aussi bien une forte réduction de rendement proche de la haie, mais cette partie d'augmentation de rendement peut largement compenser cette partie de perte de rendement qui est proche de la haie. Donc tout ça, c'est dans un contexte qui est complètement différent du nôtre, hein, ça, j'en suis conscient. Il est peut-être assez proche de ce qu'on peut retrouver dans la vallée du Rhône, donc avec des vents du nord secs pendant l'hiver. Mais voilà, tout ça, ça sera réinterprété là, au cas par cas. Dans l'ouest de la France, il va falloir y réfléchir. Il y a quelques études récentes hein, qui ont étudié un peu ces sujets-là. Donc un effet qui pourrait être impacté par la vitesse du vent, c'est les phénomènes d'échaudage du blé au printemps. C'est ce qui pourrait expliquer ces différences de rendement dans le cadre de l'étude américaine. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par un chercheur de l'INRA de Clermont-Ferrand, Marc Sodro, qui a fait des modélisations thermiques sur les épis de blé et qui a montré que dans certaines régions, avec le climat de 2100, on aura des très fortes pénalités de rendement dues au phénomène d'échaudage. En gros, dans le rouge foncé, on fait plus de blé. Et bah, il se posait la question de l'effet de réduction du vent et l'effet de haie notamment sur ces phénomènes d'échaudage. Donc ça fait partie du projet dans lequel je suis partenaire avec deux laboratoires d'INRAE pour étudier les effets de réduction du vent d'un paysage agroforestier sur les effets d'échaudage. Donc, ouais, c'est un projet qui commence juste, mais on espère avoir des résultats positifs ou négatifs hein, dans 2, 3 ans. Alors, pour ces effets de vent, il n'y a pas que les arbres dans la vie. Vous pourriez faire la même chose avec des bandes de miscanthus, par exemple. Donc, le miscanthus ça peut monter à 4 mètres. Donc, on va être peut-être 3 mètres au-dessus des cultures de blé, hein, à peu près. Donc, on pourra faire des bandes de culture de 60 mètres ou 75 mètres de large entre les différentes bandes de miscanthus. C'est déjà pas mal. Puis bon, ça vous permet de faire une forme d'agroforesterie, même si vos propriétaires ne sont pas d'accord avec les arbres. Ça peut avoir aussi cet avantage-là. Le miscanthus aussi aura une certaine productivité. Donc il y aura des questionnements sur comment gérer ça dans le temps, parce que le miscanthus, on doit quand même le recouper tous les 1 an, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc là, on va perdre cet effet brise-vent. Donc voilà, il y aura des réflexions à faire sur la gestion. Il y a une autre image qui me fait beaucoup réfléchir, c'est les cultures en bande. Il y a pas mal d'études aux États-Unis et en Chine sur ces principes-là. Et là, je trouve cette image très intéressante parce qu'on voit qu'on a des bandes de maïs qui dépassent largement bah, la culture de soja puis l'avoine qui a déjà été récoltée. Mais on aura cet effet de rugosité paysagère sur le vent dans ce système-là. Donc, ça veut dire que dans ce paysage-là, les forts vents vont être décalés vers le haut et les turbulences aussi, et que ce soit le maïs ou le soja seront protégés des forts vents et fortes turbulences. Une deuxième chose que je trouve très intéressante, c'est qu'il est probable qu'au printemps, c'était l'inverse. C'était la culture d'avoine qui protégeait l'implantation du soja et du maïs du vent. Donc, je trouve ça intéressant. Après, je dis pas que c'est simple à faire du tout, hein, surtout dans un cadre conventionnel. Mais voilà, je trouve quand même la réflexion intéressante. Et donc, pour finir, je vais passer sur un dernier cas d'étude en vous proposant quelques notions de gestion du bocage pour ceux d'entre vous qui ont déjà pas mal de haies existantes sur leur ferme. Donc, dans ce cadre-là, je vous propose les services écosystémiques qu'on va attendre d'une gestion de bocage. Donc, souvent, on ne va pas avoir beaucoup de production alimentaire en gérant des arbres de bocage. Par contre, on va pouvoir avoir une certaine production d'énergie et de matériaux, par exemple, donc du bois de chauffage.
On va aussi permettre de pérenniser des structures qui peuvent stabiliser la ressource en eau, la biodiversité, la conservation du sol ou l'adaptation au changement climatique. Donc voilà, on vient de planter une haie. On va partir du début où c'est une haie qui vient d'être régénérée, qui vient d'être recoupée à ras. Donc, on a plusieurs modalités de gestion. Une fois que cette aide elle a poussé, on peut la gérer au carré. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent en bord de route parce que les haies sont un peu proches et sont un peu gênantes. C'est un entretien qui est très coûteux en fait. C'est 6 fois plus coûteux qu'une gestion en taillis. Donc, je vais vous présenter la gestion en taillis dans la diapo suivante. Avec ce type de gestion, on se retrouve souvent avec une gestion monospécifique, une haie monospécifique avec des pruneliers ou des aubépines, par exemple. La productivité en bois, elle est quasiment nulle. Et puis oui, le pire de tout, c'est que c'est une haie qu'on ne veut pas et qui est peut-être même non légale parce qu'elle est trop proche de l'emprise de la route. Si on ne fait pas de gestion, le paysage disparaît. Donc ça, c'est un autre problème. Donc au bout d'un moment, sans régénérer la haie, c'est des grands arbres type chêne qui vont dominer la haie, qui vont éteindre un peu tout ce qu'il y a en dessous, donc tous les buissons, tous les arbustes. Et puis les arbres ne sont pas éternels et il y a un moment, ils meurent. Et puis ils tombent et on voit que derrière, on avait sans doute une haie dans la ligne de fond qui est maintenant très disparate. Donc sans gestion, on a la disparition du bocage aussi. Donc, on peut faire une gestion avec différentes priorités. Donc, je vais vous proposer 2 gestions différentes. On peut donner une priorité au bois énergie. Donc, pour ce faire, on va couper à ras des tronçons de haies pour exploiter en bois énergie. Donc, ça peut être du bois plaquette, hein, de la plaquette forestière facilement transportable ou du bois bûche. Et on va faire des cycles, l'exploiter tous les 15 à 30 ans. Et entre ces 15 à 30 ans, on va n'avoir qu'un travail de gestion d'élagage en largeur tous les 3 à 5 ans. Donc on va laisser monter la haie qui va devenir productive parce qu'on la laisse monter. Donc dans ce type de gestion, on va avoir une production de 3 à 12 tonnes de plaquettes de bois par kilomètre et par an. Les 3 à 12 cents, ça va dépendre énormément de la fertilité de vos sols. On ne va pas pouvoir attendre la même chose d'une parcelle sur granit dans le Massif central à 1300 mètres de hauteur par rapport à une haie qui est au milieu de la Limagne, dans une zone très fertile. Donc là, je vous ai donné les deux extrêmes, hein. En gros, à plus de 1000 mètres d'altitude, on va être plus dans une production de 3 tonnes par kilomètre de haie et par an. Alors que dans les zones très fertiles, on va pouvoir atteindre les 12 tonnes. Et donc, on peut avoir une autre priorité qui est, on veut pouvoir affourager nos bêtes hein, lors des étés secs notamment. Donc là, on va avoir un cycle de taille qui va être plus court. On va favoriser les jeunes branches et la présence de feuilles. Donc, si on fait un cycle d'exploitation tous les 3 à 5 ans, on va pouvoir intégrer le fourrage arboré dans la ration en période sèche. On va peut-être le faire de manière préférentielle les années les plus compliquées. Donc ça va assurer une alimentation plus qualitative en fin d'été. Les feuilles perdent moins leur valeur nutritive en fin d'été en rapport aux prairies qui sont séchantes. Donc là, on va se poser des questions de quelles essences favoriser. Le frêne est bien connu hein, comme ayant une bonne valeur fourragère. Par contre, dans tout le nord-est de la France, les frênes sont en train de mourir du fait d'une maladie qui s'appelle la calarose. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse à d'autres essences. Un autre inconvénient, c'est que les rémanents sont peu valorisables. Donc, on va avoir du bois assez peu gros. Ça ne va pas être suffisant en qualité pour faire de la plaquette énergie. Donc, on va peut-être vouloir l'utiliser pour de la litière ou du paillage pour les animaux. C'est juste des suggestions. Et puis après, on peut imaginer tous les autres intermédiaires de gestion du bocage, hein,
avec d'autres objectifs, il peut y avoir on pourrait imaginer une gestion aussi à objectif biodiversité, hein, bien sûr. Donc, bah, sur cette dernière belle image, j'ai fini ma présentation. Donc, je serais ravi de prendre vos questions. Top. Eh ben donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais Romaric, j'ai une première question pour toi. Est-ce que tu sais si on a quantifié euh, les flux de minéraux fertilisants, donc j'entends euh, fertilisants directs, hein, pas forcément le carbone, mais plutôt NPK, oligo, entre arbres et plantes herbacées, ou est-ce qu'en fait c'est une guerre totale, plus ou moins en défaveur de la culture? Parce que des fois on parle un peu de mycorhizes, certains types d'arbres ont la mycorhizes que les cultures, mais c'est pas très clair, on n'y comprend pas grand-chose. Est-ce que tu sais si la science elle est jusque-là pour l'instant? Alors, C'est la technique, hein. c'est une question très, très compliquée que tu poses, très complexe. Donc, j'ai en tête une étude de l'INRAE à Montpellier où ils étudient justement les mycorhizes ligneuses et les mycorhizes de prairie en fonction de la distance par rapport aux arbres. Donc, et des liens qui entre ces différents types de mycorhizes. Donc, ça, c'est euh, donc, on trouve en gros, bah, il y a un effet des mycorhizes ligneuses, enfin des ectomycorhizes ligneuses qu'on retrouve jusqu'à la distance des racines, en gros, dans les sols. Donc, on peut imaginer qu'on va pouvoir dégrader les feuilles assez facilement jusqu'à cette distance-là, par exemple. Voilà, après, j'ai pas vraiment. C'est une question un peu trop complexe pour que je puisse répondre un peu mieux. Ouais. Ok, ok, ok. Alors en question, j'avais Patrick Cochard qui nous demandait, alors je lis la question, hein. Par rapport au réseau de haies, que donne la modélisation si les arbres sont des résineux comme dans la vallée du Rhône avec des cyprès? Est-ce qu'une succession de haies imperméables a le même effet? Alors, il y aura, dans le cadre d'un réseau de haies, ça sera assez proche en fait, avec des murs ou des brise-vents perméables. Il y aura certainement des différences, mais on sera un peu plus proche entre les deux. Donc, on aura aussi un maximum à peu près 5 fois, 5 fois la hauteur des arbres en distance entre les rangées d'arbres. Et il y avait une autre question, tu vois, alors c'est peut-être un bris de plaine, hein, mais on dit voilà, pour faire plonger les racines d'un arbre, il faut sous-soler à proximité de la haie pour les forcer à descendre, que ça concurrence pas la culture. C'est un mythe, c'est une réalité, qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça dépend énormément du contexte pédologique, hein. Ok. Moi, je viens de Champagne-Crayeuse où on a 20 centimètres de sol. Donc là, faut pas trop l'espérer, ce phénomène. Après, alors j'ai plus les références en tête, mais même en faisant plonger les racines en creuse d'ancrage des arbres, il arrive souvent que les racines qui cherchent les minéraux des arbres remontent dans les cultures à distance de l'arbre, hein. Donc, on va toujours avoir cette compétition-là, en fait, souvent. Bah, moi, mon argument là-dessus, c'est qu'il faut laisser de la place pour les arbres, hein, malheureusement, et c'était l'objet du premier cas d'étude en Angleterre, où plutôt que d'essayer de cultiver trop près des arbres, on peut en profiter pour intensifier les bénéfices qu'on peut tirer des structures, des infrastructures agroécologiques, donc arbres plus bandes enherbées. Ouais. Ok. Et les arbres, environnementalement, c'est intéressant, mais des fois, en grande culture, c'est quand même une source d'ennui. Je pense notamment, voilà, si tu as des arbres, paf, tu as des insectes. Tu as les ravageurs qui sont là. Hélas, faut bien le reconnaître. Euh, mais les arbres, c'est aussi un refuge de biodiversité. Et sur combien de mètres après la haie, dans la parcelle, je peux attendre un effet auxiliaire? Tu vois, on dit là, on a tant de mètres, là, il n'y a plus rien. Faut arrêter d'espérer, quoi. Alors, c'est pareil, ça dépend. C'est une question très, très complexe. Donc, on retrouve des carabes jusqu'à une distance de 100 mètres des arbres à peu près. Ok.
Donc mais sachant qu'ils vont arriver à cette distance après un certain temps, donc ils vont commencer à manger leur proie proche de la haie, puis ils vont progresser dans la parcelle au fur et à mesure. Donc la pullulation de ravageurs sera plus forte dans le milieu de la parcelle quand ils vont arriver. Après, il y a, bah, ça dépend un peu de à quel auxiliaire on regarde, hein, mais on va dire ça va être entre 25 et 100 mètres la distance d'influence. Ok, 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 très clair. Très clair. Donc, ouais, à passer 25 mètres, un effet qui va aller en s'atténuant fortement, quoi. Et qui sera décalé par rapport à la bordure. Ouais. Mm, mm. Ok. Alors, je regarde pour les questions. Si vous avez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si vous en avez, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Qu'est-ce que je vais poser d'autre comme question? En fait, on se pose quand même beaucoup de questions avec les arbres. Euh, et oui, donc toi, ces concurrences entre la haie et les cultures. Je me dis que sur un blé, il ne doit pas avoir trop de soucis l'hiver. Le blé, l'hiver, il est à attelage, il y a de l'eau tout le temps. De toute façon, il y a tellement peu de lumière il fait autant nuit sous l'arbre qui n'a pas de feuilles qu'en pleine parcelle. Par contre, j'imagine que des cultures de pleine lumière, type tournesol, il y a une haie qui fait de l'ombrage, attention les ennuis, non? Ou peut-être que je surestime cet effet. Non, non, tu as tout à fait raison, hein. Donc l'impact, l'arbre, c'est une culture d'été. Donc, ça va forcément avoir des impacts négatifs, hein, sur les cultures d'été, hein. C'est en proximité de l'arbre. Donc, on voit aussi souvent, bah, dans les semis de maïs, hein, proches des lisières forestières ou des haies, il y a souvent pas beaucoup de maïs qui lèvent, hein, c'est un fait. Cet effet, on le retrouve aussi en bord de bande enherbée, hein. Donc, là, je voyais encore pour les semis de chanvre en Champagne-Crayeuse cette année où il y avait une bande de 50 centimètres à 1 mètre de large en bord de prairie en bord de chemin qui avait pas levé, en fait, hein. Et donc, là aussi, donc, là, il y a un gros questionnement sur la gestion de la bande enherbée, en fait. Peut-être encore plus que sur les arbres, mais donc là-dessus, ça pourrait être le cadre d'un autre webinaire, c'est la gestion de la bande enherbée, ouais. Donc je ne serais pas le plus grand expert. Dac. Et donc peut-être un mot de la fin. Si tu devais résumer, mettons en trois quatre points, euh, mettons, tu vois, je suis agriculteur, je veux me lancer dans agriculteur céréalier par exemple, je veux me lancer dans un projet agroforestier. J'ai vu là cet hiver quelques coulées de boue parce qu'en fait, bah, la boue des parcelles des voisins arrive sur la mienne et même si des pratiques vertueuses, en fait, bah, je suis quand même enseveli. Donc, je réfléchis à de l'agroforesterie ou à de la haie champêtre. Qu'est-ce que ça serait pour toi les 3-4 critères à bien prendre en tête pour pas avoir un projet qui tombe trop en décalage vis-à-vis d'un contexte pédoclimatique, quoi. Bah déjà, c'est se faire accompagner, je pense, dans un premier temps, parce que ça va être primordial, hein, pas pour qu'on prenne des leçons d'un sachant, hein, mais c'est plus qu'on va être questionné aussi sur ses objectifs, hein. Et puis que le conseiller en agroforesterie puisse bien percevoir ses objectifs, mais aussi le contexte pédoclimatique. Bah, par exemple, dans le cadre de coulées de boue, si ça vient d'en haut, on va pas pouvoir y faire grand-chose avec des haies, hein. Les arbres n'arrêtent pas la boue. Donc, on pourrait réfléchir à un fossé associé à une rangée d'arbres. Là, ça serait peut-être un peu plus pertinent. Et puis, si on a des coulées de boue qui peuvent arriver dans nos parcelles, il faut mieux s'y attaquer le plus haut possible, de là où elles partent, hein. Voilà, donc ça va être des conseils qu'on va avoir. Et, donc ça, c'est dans le cadre où on veut stabiliser le terrain au mieux. Mais après, bah, pour le vent, bah, je vous ai bien expliqué le côté vent, on aura d'autres questionnements, d'autres schémas. Donc si. Et d'où l'importance de bien poser les objectifs. Et peut-être une toute dernière question. Si je remets des haies, si j'en réimplante,
à quel point je vais finir par par m'embêter avec des arbres qui repartent de partout au milieu des parcelles, quoi. Tu veux dire qui repousse au milieu des parcelles ou qui rejette? Forcément, t'as des arbres en bord de parcelle, donc tu vas te retrouver avec plus de fruits que les oiseaux vont mettre au milieu de la parcelle. Ça va peut-être rejeter. Euh, Ouais, si c'est broyé une fois par an, il n'y a pas trop de problème. Donc, globalement, dans le cadre de culture, il y aura pas il y aura pas de souci, ouais. ok. Alors là, il y a des questions qui sont tombées. Sait-on à partir de combien d'hectares on peut considérer qu'il n'y a plus aucun intérêt à arracher une haie dans une parcelle, c'est-à-dire interroger le rapport gain de mécanisation et gain écosystémique? Donc, ça dépend beaucoup hein, de la mécanisation disponible, mais je me souviens d'études, alors c'est des études pas toutes jeunes, je crois que c'était des années 90 où en gros il n'y avait pas de gain de mécanisation au-delà de 10 hectares, au-delà de parcelles de 10 hectares. Donc après, voilà, réévaluer à l'échelle actuelle, c'est à réfléchir, sachant que la disposition des haies va aussi, on va la réfléchir pour gêner le moins possible de la mécanisation. Donc, par exemple, on pense souvent à mettre des haies en bord de parcelle, ce qui n'est pas forcément très pertinent parce que c'est en face d'une haie où c'est le plus difficile à tourner. Et on peut peut-être plus imaginer, pour faciliter la mécanisation, avoir des haies en intraparcellaire et avec des tournières autour des haies et pouvoir facilement tourner autour des haies. Et grâce à ça, en plus, on profitera des deux côtés de la haie au niveau biodiversité, alors que quand on la met en bord de parcelle, le voisin, bon, si on s'entend bien avec le voisin, il n'y a pas de problème, mais le voisin, il profitera d'un côté de biodiversité aussi, même s'il ne le dira pas forcément. Mais globalement, oui, ça, on peut le prendre en compte. On le prend toujours en compte dans les réflexions en tant que conseiller agroforestier, hein, le côté mécanisation et l'impacter le moins possible. Et est-ce qu'on peut dire, bon après, hors contrainte environnementale, hein, bien sûr, légale par contre, je veux dire, qu'à l'extrême, en fait, si on a une grande plaine, il faudrait arracher limite toutes les haies pour les replanter, qu'elles soient plus agronomiquement et environnementalement mieux placées, qu'on en ait vraiment que les avantages et moins les inconvénients, quoi. Tout à fait, ouais, ça serait sans doute pertinent de les réadapter au contexte agricole actuel, donc que ce soit à la mécanisation, mais aussi aux connaissances climatologiques que je vous ai présentées. Je donnais le cas là d'une haie qui était taillée au carré dans la partie gestion à la fin de la présentation. Ces haies gérées au carré, c'est souvent des haies qui ont poussé à travers une clôture qui s'est enfrichée. Ça, c'est des haies qui coûtent beaucoup de travail, hein, qui ne sont pas voulues, qui ne rapportent rien. Celles-ci, ça serait très pertinent de les arracher pour en remettre éventuellement ailleurs. Ouais. Et trouver une manière de ne pas se faire envahir dans les clôtures, parce que ça, c'est un problème. Retirer de la clôture, c'est pas si facile, c'est plein de métal, plein de barbelés. Bon, il y a des questionnements, mais oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Ça pourrait être pertinent de repenser le tout à l'échelle du paysage, mais ce qui est, bien sûr, on ne peut pas facilement le faire sur sa ferme. Ok. Pierre nous demande, chose suivante, bonjour, on parle de hauteur de haie, mais qu'en est-il de son épaisseur et comment apprécier la porosité d'une haie déjà existante? Mhm. Donc la porosité, on peut l'apprécier de manière assez simplifiée en prenant une photo en hiver et en quantifiant la quantité de branches par rapport à la quantité de jours qu'on voit à travers la haie. Donc si on a 50% de branches, bah, on aura une haie d'à peu près 50% de porosité. Ok. Euh, Dans les arbres, il y a des arbres qui fixent de l'azote. Je pense à l'acacia. Mhm. Est-ce qu'on peut attendre un effet écosystémique niveau fertilisation grâce à des haies principalement plantées en arbres fixant de l'azote? Ou est-ce que en fait c'est trop différent des cultures et de toute façon l'azote se diffusera pas assez loin pour vraiment être un levier sur lequel s'appuyer?
je peux donner un chiffre. Donc, sur un hectare d'acacia en forêt, on va pouvoir capter 180 unités d'azote par hectare. Donc, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Euh, et là, on va être dans un cadre, on est dans un arbre qui perd ses feuilles, elles se colorent peu à l'automne quand elles tombent. Donc ça veut dire qu'elles sont peu chargées en tanins et assez digestibles par des sols de culture ou de prairies. Donc oui, on va pouvoir là, c'est le cas, c'est un cas d'un arbre où on pourra l'utiliser pour raison de fertilité. Ouais. Ok. Par contre, gardez à l'esprit que sur 10 000 mètres carrés, tu fais 180 unités d'azote. Donc, tu peux faire un ratio de productivité d'azote potentiel au mètre carré, quoi. C'est ça, ouais. Donc, ça va en gros dépendre de la surface de houppier disponible pour le soleil. Et même avec quelques rangées, avec 3 rangées par hectare, ça peut déjà faire pas mal, hein. Ça fera plus que le prorata de la surface. Mais oui, dans le cas du robinet, ça peut être intéressant. Ouais. Ok. Ok, ok. Je regarde les questions. Toc, 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 toc. Je ne vois pas de questions supplémentaires, en tout cas pour l'instant. Alors, pour ceux qui nous regardent, vous avez encore quelques secondes pour poser une dernière question, si vous voulez. Non, je ne vois pas de questions. En tout cas, Romaric, merci pour ta présence ce soir. Si tu veux donner un petit mot de la fin, peut-être? D'ailleurs aussi, si on veut te contacter, comment on fait? Faudrait que, oui, j'ai pas mis mon email à la fin. Je donne juste mon email à l'oral. Donc, c'est romaric, romaric.vincent, @gmail.com. Ok. Et Et, peut-être te et donc, contacter par Facebook, Twitter, LinkedIn, des choses comme ça aussi. LinkedIn, ouais, je suis présent sur LinkedIn. Donc, c'est une manière de me contacter. Ouais. Ok, ok. Et puis, pour le mot de la fin, je vous remercie pour tous ceux qui étaient présents sur ce webinaire ou ceux qui le regarderont plus tard sur YouTube, j'imagine. Tout à fait. Ce sera remis à disposition. Et, et oui, planter des arbres, mais à bon escient. Ça marche. Et ben, merci à tous nos spectateurs et Romaric, merci à toi. Merci à vous. Hop là. Nickel.